Ma petite amie m'a dit, tu passes trop de temps avec ta nièce. Ce n'est pas ta fille. Ma nièce avait 7 ans et ses parents venaient de décéder dans un accident. J'étais son tuteur légal. J'ai répondu calmement, tu as raison. Ce n'est pas ma fille. C'est ma responsabilité. Ensuite, j'ai demandé la garde exclusive et j'ai simultanément retiré ma petite amie de mes contacts d'urgence, au moment même où les services sociaux l'appelaient pour vérifier ses antécédents. J'ai 31 ans. J'ai besoin de vider mon sac parce que les 3 dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie et la personne que je croyais à mes côtés pour traverser cela vient de révéler son vrai visage. Mon frère aîné et sa femme sont décédés dans un accident de la route un mardi soir. Un individu a grillé un feu rouge à 100 km/h dans une zone limitée à 50. Ils rentraient chez eux après être allés chercher un gâteau pour la kermesse de l'école de ma nièce le lendemain. Elle a 7 ans, elle était à la maison avec une nounou, attendant que ses parents reviennent avec un gâteau en forme de licorne. Ils ne sont jamais revenus. J'ai reçu l'appel à 21h47. J'étais dans l'appartement de ma petite amie. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Je vous épargne les détails de cette nuit-là car, honnêtement, je ne me souviens pas de la majeure partie. Ce dont je me souviens, c'est d'être arrivé chez mon frère à minuit et de voir ma nièce courir vers moi en pyjama pour me demander où étaient papa et maman, et moi devant m'asseoir par terre dans sa chambre pour essayer de trouver ce qu'on peut bien dire à une enfant de 7 ans. Mon frère avait un testament. Cela m'a surpris. Honnêtement, il n'avait que 34 ans, mais il l'avait préparé juste après la naissance de ma nièce. J'ai été désigné comme tuteur légal. Il n'y a eu aucune question, aucune contestation de la part de qui que ce soit à ce sujet. Leur maison avait un crédit immobilier, mais aussi une assurance vie qui le couvrirait. Il y avait une petite assurance vie pour subvenir aux besoins de ma nièce, assez pour lui assurer une stabilité, pas assez pour rendre qui que ce soit riche. Environ 170 000 € au total après règlement, placés sur un compte bloqué géré jusqu'à ses 18 ans. Donc, en l'espace d'une semaine, j'ai quitté mon 2 pièces pour m'installer dans le pavillon de mon frère. J'ai pris un congé de mon travail. Je suis électricien pour une entreprise du bâtiment. Mon chef de chantier a été très compréhensif. Je nous ai inscrits, ma nièce et moi, à des séances de soutien psychologique pour le deuil. J'ai commencé à apprendre à faire des tresses sur YouTube à 2h du matin. J'ai fait brûler des coquillettes au jambon 3 fois avant de comprendre qu'il fallait vraiment les surveiller. Ma petite amie, appelons-la parce qu'elle est à ce stade, mon ex, a été d'un grand soutien pendant environ 5 jours. Et je mets cela entre guillemets parce que sa version du soutien consistait à m'envoyer un texto « Je pense à toi 1 fois par jour », à débarquer le samedi avec des plats à emporter, puis à s'agacer quand ma nièce voulait manger avec nous au lieu de le faire dans sa chambre. Oui. Elle a suggéré qu'une orpheline de 7 ans mange seule dans sa chambre pour que nous puissions avoir une soirée en amoureux. J'ai laissé passer. Je n'aurais pas dû, mais je fonctionnais avec 4 heures de sommeil et le cerveau embrouillé par le chagrin, et je n'avais tout simplement pas l'énergie. Puis les remarques ont commencé. Tu sais, la cousine de ma collègue a recueilli son neveu et elle a dit que cela a pratiquement gâché sa vingtaine. As-tu pensé à la possibilité que tes parents la prennent à ta place? Ils sont à la retraite, non? J'ai juste l'impression qu'on n'a plus jamais de temps pour nous. C'était 2 semaines après la mort de mon frère. 2 semaines. Ma nièce se réveillait encore toutes les nuits en hurlant pour réclamer sa mère. Je dormais dans un sac de couchage sur le sol de sa chambre parce qu'elle ne pouvait pas rester seule. Et ma petite amie était contrariée par le manque de moments à 2. Mais le moment décisif, c'était jeudi dernier. Ma nièce avait passé une mauvaise journée. La psychologue de son école m'a appelé pour me dire qu'elle s'était effondrée en classe. Un autre enfant avait dit quelque chose sur l'approche de la fête des mères. J'ai quitté mon chantier en pleine journée pour aller la chercher, je l'ai ramenée à la maison, je lui ai construit une cabane en couverture dans le salon, j'ai mis le film Vaiana, et je me suis assis avec elle pendant qu'elle pleurait jusqu'à s'endormir sur mes genoux. Ma petite amie est passée ce soir-là, m'a vu sur le canapé avec ma nièce endormie sur moi, toujours dans la cabane en couverture, et a dit, et je cite, « Tu passes trop de temps avec elle. Ce n'est pas ta fille. Tu as 31 ans. Tu agis comme un père célibataire, et ce n'était pas le projet. » Le projet, disait-elle. Le projet, comme si la mort de mon frère était un contretemps dans son plan de vie de couple sur 5 ans. Je l'ai regardé, j'ai regardé ma nièce, et j'ai dit très doucement parce que je ne voulais pas la réveiller, « Tu as raison. Ce n'est pas ma fille.
C'est ma responsabilité. Et en ce moment, toi, tu ne le es pas. Elle a eu ce rire. Vous savez, ce rire d'incrédulité que les gens ont quand ils ne trouvent vraiment rien de drôle. Alors, c'est ça, tu choisis une gamine plutôt que ta petite amie. Je choisis une enfant qui n'a personne d'autre plutôt que quelqu'un qui me montre qu'elle ne peut pas gérer la situation. Elle a attrapé son sac à main, a dit, quand tu auras retrouvé tes esprits, appelle-moi. Et elle est partie. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai fait 2 choses cette nuit-là après avoir couché ma nièce. Premièrement, j'avais déjà entamé la procédure légale auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir la garde complète. Le testament de mon frère me désigne comme tuteur, mais le tribunal doit encore tout formaliser, faire des enquêtes sociales, tout le processus. J'ai appelé mon avocat le lendemain matin et je me suis assuré que tout était absolument inattaquable. Je me suis assuré que mon dossier était impeccable. Deuxièmement, j'ai passé en revue chaque formulaire de contact d'urgence, chaque dossier médical, chaque fiche de renseignement de l'école, partout où ma petite amie était listée, et je l'ai retirée. Le secrétariat de mon médecin traitant, la liste des personnes autorisées à venir chercher ma nièce à l'école, les contacts d'urgence de mon téléphone, tout. Cela m'a pris environ 20 minutes. Cela devrait vous dire quelque chose que ça n'ait pris que 20 minutes pour l'effacer des parties importantes de ma vie. C'est là que cela devient intéressant. Une partie de la procédure de garde implique que les services sociaux fassent une enquête sociale et vérifient les références. Ils parlent aux gens de votre entourage pour s'assurer que l'enfant va dans un environnement stable. Mon avocat avait soumis ma liste de références il y a des semaines, avant la rupture, et ma petite amie y figurait. L'assistante sociale l'a appelée. Ma petite amie, mon ex, a dit à l'assistante sociale, et je n'exagère pas, qu'elle avait des inquiétudes concernant ma capacité à équilibrer mes relations personnelles et les responsabilités liées à la garde d'un enfant. Et que j'étais devenu obsessionnel et renfermé depuis que j'avais pris l'enfant en charge. L'enfant. Elle a appelé ma nièce l'enfant. Mon assistante sociale l'a signalé et m'a convoqué pour un entretien supplémentaire. J'ai dû m'asseoir dans un bureau administratif et expliquer que mon ex-petite amie se vengeait parce que j'avais choisi ma nièce orpheline plutôt que des soirées en amoureux. J'ai apporté des messages. J'ai apporté des captures d'écran où elle suggérait que ma nièce mange dans sa chambre. J'ai apporté le texto où elle disait littéralement que ce n'était pas le projet. L'assistante sociale, que Dieu bénisse cette femme, a regardé les captures d'écran, m'a regardé et a dit « Je vois ce qui se passe ici. Ce ne sera pas un problème. » Mais cela aurait pu l'être. Cela aurait pu retarder ou compliquer la procédure de garde pour une enfant de 7 ans qui a déjà tout perdu, parce que mon ex était assez mesquine pour essayer d'utiliser comme une arme une vérification de référence des services sociaux. Je tremble en écrivant ceci, non pas de colère, mais en réalisant ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas gardé ces messages. Ma nièce m'a demandé hier si ma petite amie allait revenir. J'ai dit non. Elle a dit d'accord et est retournée à son coloriage. C'est tout. Une enfant de 7 ans a géré cette rupture avec plus de maturité qu'une femme de 29 ans. Si vous lisez ceci et que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui voit un enfant en deuil comme une rivale, fuyez. Partez en courant. Je ferai une mise à jour s'il se passe autre chose parce qu'honnêtement, connaissant mon ex, ce n'est pas fini. Mise à jour numéro 1. 9 jours plus tard. Très bien, tout le monde. Accrochez-vous parce que mon ex a apparemment décidé que perdre son petit ami n'était pas suffisant. Elle avait besoin d'essayer de me faire perdre en même temps tout respect pour l'espèce humaine. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté le message original. Beaucoup d'entre vous m'ont dit de tout documenter et quelques-uns, qui ont dit travailler dans le droit de la famille, m'ont dit que l'histoire des services sociaux aurait pu être bien pire. Croyez-moi, je le sais. J'en ai fait des cauchemars. Donc, après l'incident des services sociaux, j'ai pensé qu'elle disparaîtrait peut-être tout simplement. Nous ne partageons pas de bail, nous n'avons pas de finances communes, rien qui nous lie. 2 ans et honnêtement, la séparation la plus simple qu'on puisse demander. Tout ce qu'elle avait laissé chez mon frère, c'était un chargeur de téléphone et un pull à capuche. Elle était partie dans sa voiture. Mais non, ce serait trop facile. 3 jours après mon message original, elle a débarqué à la maison. N'a pas appelé, n'a pas envoyé de message, elle s'est juste garée dans l'allée à 18h un mardi. Ma nièce et moi étions en plein milieu de la préparation des tacos. C'est devenu notre rituel du mardi.
Elle choisit les garnitures. Je m'occupe de la cuisson. Elle est responsable de la distribution du fromage, ce qui signifie que tout reçoit environ 2 kilos d'emmental râpé. La sonnette retentit. J'ouvre. Elle est là avec un sac cadeau. J'ai apporté quelque chose pour ta nièce. Je peux entrer? Écoutez, j'ai eu envie de croire que c'était sincère pendant environ 0,4 secondes. Mais le sac cadeau venait de cette boutique chic du centre commercial, celle où elle achète ses vêtements. Et elle était sur son 31, maquillage complet, belle tenue. Ce n'était pas une femme venant s'excuser. C'était une femme venant donner une représentation. Ce n'est pas le bon moment. Je veux juste lui donner ça et te parler 5 minutes. Ma nièce a crié depuis la cuisine, j'ai demandé si c'était le livreur de pizza. Non, ma chérie. Ce n'est personne. Va vérifier le fromage. Le visage de mon ex quand j'ai dit personne. Si les regards pouvaient tuer, j'écrirais ceci depuis l'au-delà. 5 minutes, a-t-elle insisté. Je suis sorti sur le perron et j'ai fermé la porte derrière moi. Elle s'est lancée dans tout un discours sur le fait qu'elle avait mal réagi, qu'elle n'était pas préparée à ce que tout change si vite et qu'elle avait juste besoin que je comprenne son point de vue. À aucun moment, je veux être très clair, à aucun moment elle ne s'est excusée pour l'appel aux services sociaux. À aucun moment elle n'a dit qu'elle avait eu tort. C'était uniquement centré sur ce qu'elle ressentait, comment elle avait été prise au dépourvu, comment elle avait des projets pour nous. Puis elle a sorti cette perle. J'en ai parlé à ma mère et elle est d'accord pour dire que tu en prends trop sur toi. Tu n'es pas équipé pour élever un enfant seul. Ce que ta mère pense ne fait pas partie de cette conversation. Tu as essayé de saboter mon dossier de garde. Je n'ai rien saboté. J'étais honnête. Ils m'ont demandé mon avis et je l'ai donné. Tu as dit à une assistante sociale que j'étais obsessionnel et renfermé. Tu es renfermé. Tu ne sors plus. Tu ne vois plus tes amis. Mon frère est mort il y a 8 semaines. J'élève son enfant. À quoi penses-tu exactement que ma vie sociale devrait ressembler en ce moment? Elle a commencé à pleurer. Et voici la chose. Il y a 6 mois, ses larmes m'auraient anéanti. J'aurais cédé. Mais quelque chose a changé en moi quand je suis devenu responsable d'un autre être humain. J'ai pu voir ces larmes pour ce qu'elles étaient. Un outil, pas du chagrin, pas des remords. Une tactique de manipulation. Je pense que tu devrais partir. Tu vas jeter 2 ans en l'air à cause de ça. C'est toi qui les as jetés en l'air quand tu as appelé les services sociaux et que tu as essayé de me faire passer pour un tuteur inapte. Elle a laissé le sac cadeau sur le perron. Je l'ai ouvert plus tard. C'était une licorne en peluche à 60 €. Ma nièce a déjà une trentaine d'animaux en peluche, la plupart offerts par ses parents. Je l'ai donné à l'hôpital pour enfants. Cela m'a semblé juste. Mais attendez, ce n'est pas tout. La fin de semaine suivante, je suis au supermarché avec ma nièce. Elle est assise dans le chariot, pointant du doigt chaque boîte de céréales avec un dessin animé dessus, en m'expliquant très sérieusement pourquoi les céréales au chocolat sont la nourriture la plus importante. Nous tournons au coin du rayon des surgelés, et voilà mon ex avec sa mère. Sa mère nous repère en premier. Et cette femme, avec qui j'ai partagé le repas de Noël à 2 reprises, qui m'a dit un jour que j'étais la meilleure chose qui soit arrivée à sa fille, regarde ma nièce dans le chariot et dit d'une voix assez forte pour que les gens l'entendent. Cette pauvre petite. C'est tellement triste ce qui lui arrive. Mon ex a attrapé le bras de sa mère et elles se sont éloignées, mais le ton, ce qui lui arrive. Comme si j'étais la tragédie. Comme si le fait d'élever ma nièce était une forme de maltraitance. Ma nièce m'a regardé et a dit, elle était bizarre, cette dame. Et honnêtement, une analyse parfaite, ma grande. C'est là que j'ai rappelé mon avocat. Je lui ai tout raconté. Les visites à l'improviste, l'incident du supermarché, le sabotage des services sociaux. Il a dit les mots magiques. Voulez-vous envoyer une mise en demeure? Oui. Oui, je le voulais. La mise en demeure a été envoyée un lundi. Terme standard. Pas de contact. Interdiction de se présenter à mon domicile. Interdiction de parler de moi ou de ma nièce à des agences ou des institutions. Sa réponse a été de faire appeler sa mère. Pas elle, sa mère. À 8 h du matin un mercredi, j'ai laissé l'appel aller sur le répondeur.
Le message durait 4 minutes. Les points forts, je déchire la famille. Nous ne sommes pas de la famille. Sa fille m'a donné les meilleures années de sa vie. Elle a 29 ans, donc les meilleures années étaient de 27 à 29. Apparemment, je vais le regretter quand cette petite fille deviendra une adolescente et que je ne pourrai pas gérer la situation. Je devrais penser à ce que mon frère voudrait. Madame, mon frère voudrait que sa fille soit en sécurité, et il voudrait que vous arrêtiez de m'appeler. J'ai sauvegardé le message vocal. Bien sûr, je l'ai sauvegardé. À ce stade, j'ai un dossier sur mon téléphone appelé épreuve, et il devient épais. Mon avocat a envoyé une deuxième lettre, cette fois-ci à la mère aussi. Voici la partie qui compte vraiment, cependant, et cela ne concerne pas mon ex. L'enquête sociale s'est parfaitement déroulée. Mon assistante sociale est venue, a vu la chambre de ma nièce. La même chambre qu'elle a toujours eue. Je n'ai rien changé à part ajouter une veilleuse qu'elle a choisie. C'est une petite lune. Elle a vu le réfrigérateur rempli. Elle a vu l'inscription à l'école. Elle a vu les factures pour les séances de soutien psychologique. Elle a vu mon planning que mon chef de chantier a ajusté pour que je puisse la déposer et aller la chercher à l'école. Elle m'a dit, de manière non officielle, en faisant attention, que les choses se présentaient très bien. Que ma nièce était clairement attachée à moi, clairement en sécurité, clairement bien soignée. Je me suis assis dans ma camionnette après cette visite et j'ai pleuré pendant 20 minutes. La première fois que je pleurais depuis l'enterrement. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais tellement terrifié à l'idée que cela ne marche pas. Et quelqu'un m'a enfin dit que je m'en sortais bien. Ma nièce va mieux. Pas bien, mais mieux. Elle réclame encore sa mère parfois. Elle a encore de mauvaises nuits. Mais elle a ri au dîner hier soir. Un vrai rire d'enfant à gorge déployée parce que j'ai accidentellement fait tomber le taco directement sur mes genoux et j'ai dit, eh bien, maintenant mon short a un dîner. C'était la première fois que j'entendais ce rire depuis des semaines. D'autres mises à jour si le cirque de l'ex continue. J'espère que la mise en demeure suffira. Mais honnêtement, je connais ces gens. Mise à jour numéro 2. 16 jours plus tard. Mise à jour finale. Parce qu'honnêtement, je suis fatigué de donner à cette situation de l'espace dans mon cerveau, et je préférerais utiliser cet espace pour me rappeler quel jour il faut rendre les livres de la bibliothèque. C'est mercredi. Une fillette de 7 ans très sérieuse me l'a dit 3 fois. Donc, la mise en demeure a fonctionné sur mon ex. Elle a arrêté de me contacter directement, mais apparemment elle a décidé d'adopter une approche différente. Et c'est là que cela devient véritablement délirant. Elle a commencé à dire aux gens, à des amis communs, à des connaissances, à tous ceux qui voulaient l'entendre, que la raison de notre rupture était que j'avais choisi de devenir un père de substitution. Que j'avais complètement changé et qu'elle faisait le deuil de la relation en essayant de tourner la page, se faisant passer pour la victime. Un grand classique. Et honnêtement, certaines personnes y ont cru. J'ai perdu 2 amis à cause de ça, un couple avec qui on sortait et qui m'a dit que j'étais vraiment froid et que j'aurais pu gérer la rupture avec plus de tact. Plus de tact. Mon frère est mort et je suis censé rompre avec plus de tact. J'ai laissé tomber ces amitiés. Je n'ai pas lutté. Je ne me suis pas justifié. Si quelqu'un entend que votre frère est mort et que vous élevez sa nièce orpheline et que leur conclusion c'est « mais il a été méchant avec sa petite amie à ce sujet », alors ce ne sont pas vos amis. Mais voici ce sur quoi mon ex ne comptait pas. Le reste de notre groupe d'amis n'est pas stupide. Mon ami, que je connais depuis la faculté, un vrai, m'a appelé et m'a dit « Eh, ton ex raconte à qui veut l'entendre que tu l'as largué à cause de ta nièce. Je veux juste que tu le saches. » Je lui ai dit en face qu'elle devrait avoir honte. Je ne lui avais pas demandé de le faire. Je ne savais pas qu'il l'avait fait jusqu'après. Ça, c'est un ami. Ensuite mon collègue, un autre type solide, m'a dit que mon ex avait réussi à avoir son numéro et lui avait envoyé un message pour lui demander si j'allais bien, si j'avais l'air dépassé. Il a fait une capture d'écran et me l'a envoyé avec « Dis donc, elle essaie de monter un dossier ou quoi ?» C'est exactement ce qu'elle faisait. Construire un récit, rassembler des témoins qui diraient que j'étais en difficulté, débordé, de sorte que si la question de la garde revenait sur le tapis, elle aurait des munitions. Cette femme essayait de monter un dossier pour contester mes aptitudes de tuteur, non pas par le système légal, mais par des ragots, par de la manipulation sociale. Mon avocat,
et je jure que cet homme a mérité chaque euro que je lui ai payé, a envoyé une dernière lettre. Un avis formel stipulant que toute nouvelle tentative de contacter des tiers concernant mes aptitudes de tuteur ou d'interférer avec le processus de garde entraînerait une plainte pour ingérence et un potentiel dépôt de plainte pour harcèlement. De grands mots juridiques, des mots qui coûtent cher, mais des mots nécessaires. Sa mère a appelé directement le cabinet de mon avocat. Pas moi cette fois. Elle a appelé l'avocat pour se plaindre. Son assistant juridique m'a dit qu'elle était restée au téléphone 6 minutes avant qu'on ne l'informe que tout appel supplémentaire serait documenté et inclus dans une plainte potentielle. Elle n'a pas rappelé. Maintenant, voici la chose à laquelle je reviens sans cesse. Le sabotage des services sociaux, le débarquement à l'improviste, l'épicerie, la campagne de dénigrement. Mon ex n'a jamais, pas une seule fois, demandé comment allait ma nièce. Pas une fois. Elle n'a jamais dit, comment s'en sort-elle à l'école, ou est-ce qu'elle dort mieux? Elle n'a jamais posé de questions sur l'enfant au centre de tout cela. Parce que ma nièce n'a jamais été une personne pour elle. Elle était un obstacle. Et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur les 2 années que j'ai passées avec cette femme. J'étais amoureux de quelqu'un qui a vu une enfant de 7 ans au pire moment de sa vie et qui s'est dit, c'est un inconvénient pour moi. Bref, les affaires judiciaires touchent à leur fin. J'ai une date pour l'audience finale pour la garde. Mon avocat est confiant. Mon assistante sociale a soumis un rapport positif. Mes références, mon chef de chantier, mon ami de la faculté, la maîtresse de ma nièce, mon propre thérapeute, tous ont soumis des attestations. Le juge examinera tout et, sauf imprévu, l'ordonnance de garde officielle sera accordée. Le commentaire de mon ex aux services sociaux a été noté au dossier avec mes preuves montrant que c'était des représailles. Mon avocat s'en est assuré. Cela a joué en ma faveur, en fait. Cela a montré au tribunal que j'étais proactif pour protéger ma nièce des influences instables. Ironique. La mise en demeure, plus la menace légale, ont finalement fait ce que la décence élémentaire ne pouvait pas faire. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 11 jours. Mon avocat a dit que, généralement, quand les gens font silence après une menace légale, ils restent silencieux. J'ai quand même perdu ces 2 amis. Cela pique un peu, mais mon ami de la faculté a pris de mes nouvelles 3 fois cette semaine. Mon chef de chantier m'a accordé un aménagement d'horaire permanent. Ma voisine, une dame âgée qui connaissait mon frère, a commencé à laisser du pain à la banane sur mon perron tous les dimanches avec un mot qui dit juste pour le chef et le sous-chef. Ma nièce pense qu'elle est le chef. Je ne la corrige pas. Jeudi dernier, ma nièce a eu une réunion parents-professeurs. J'y suis allé. Son enseignante m'a montré son travail. Elle a dessiné une image de sa famille. C'étaient ses parents dans le ciel avec des ailes d'ange, et moi à côté d'elle, lui tenant la main. Elle m'a dessiné beaucoup trop grand et m'a fait des cheveux violets, mais nous sourions tous les deux. Je l'ai mis sur le réfrigérateur, en plein centre. Il y a quelques jours, elle m'a demandé si j'allais avoir une nouvelle petite amie un jour. J'ai dit, je ne sais pas. Peut-être un jour. Elle y a réfléchi et a dit, d'accord, mais il faudra qu'elle aime les tacos. Je lui ai dit que c'était une exigence tout à fait raisonnable et nous avons scellé notre accord d'une poignée de main. Je ne vais pas prétendre que tout va bien. J'ai 31 ans et j'élève une petite de 7 ans qui a perdu ses parents. Certaines nuits, une fois qu'elle est couchée, je suis terrifié à l'idée de tout gâcher. Mon frère me manque tellement que c'est physique. Mais je suis là. Elle est là. La garde est presque finalisée. Les tacos s'améliorent. La distribution de fromage reste agressive. Et la seule personne qui a essayé de nous enlever ça a maintenant l'obligation légale de nous laisser tranquilles. Mon frère m'a choisi pour ça. Je ne le décevrai pas. C'est toute l'histoire. Merci de m'avoir lu. Je vais maintenant aller aider une élève de CE1 très pleine d'opinions avec sa fiche de lecture sur un chien qui résout des mystères, ce qui, selon elle, est le meilleur livre jamais écrit. Et honnêtement, qui suis-je pour la contredire? Prenez soin des enfants dans votre vie. Surtout quand c'est difficile. Commentaire, les épreuves les plus sombres ont souvent le pouvoir de révéler la véritable nature de ceux qui nous entourent. Choisir de prendre soin d'une personne vulnérable face à l'adversité est un acte de responsabilité et de pur courage. Il faut savoir imposer des limites fermes pour protéger notre paix intérieure ainsi que la sécurité des êtres que nous aimons. S'éloigner des influences égoïstes n'est jamais un échec,
mais une immense preuve de respect envers soi-même. La véritable force réside dans notre capacité à offrir de la douceur, même lorsque notre propre cœur a besoin d'être guéri. Gardez près de vous les personnes sincères qui vous soutiennent sans vous juger dans vos moments de doute. Je vous invite à nourrir au quotidien ces relations authentiques qui apportent de la lumière dans votre vie. Construire un environnement sain et aimant demande du temps, de la patience et une bienveillance infinie. Prenez soin de ceux qui comptent vraiment pour vous et partagez vos pensées positives dans l'espace ci-dessous. Je lis chacun de vos retours avec une profonde gratitude. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.